RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec Olivier Besancenot du nouveau parti anticapitaliste, la journée de travail et le règne de la liberté, c'est le titre du livre, une phrase empruntée à Karl Marx, c'est aux éditions Fayard. Bonjour. Bonjour. Et avant de travailler, il faut faire des études, mais c'est difficile en ce moment, notamment pour 700 étudiants marseillais qui n'ont pas pu ce matin passer des examens. Ils en ont été empêchés par 60 à 80 personnes. Alors pas que des étudiants, il y avait aussi des cheminots, des postiers. Le NPA est derrière, c'est votre stratégie ? C'est pas notre stratégie, nous on est présents dans le mouvement et une partie de ce mouvement qui en effet fait entendre fortement que la mobilisation continue dans les universités comme ailleurs. Dans une forme de radicalisation ? C'est pas une forme de radicalisation, c'est simplement qu'on a un conflit qui perdure depuis le début dans des formes extrêmement démocratiques. Je prends l'exemple de Nanterre qui me vient en tête quand on a des assemblées générales à 1500, 2000 personnes, c'est qu'il se passe quelque chose sur des campus universitaires, qu'il y a une occupation, qu'il y a des... Oui, mais enfin, on sait tous que ça signifie quelque chose. Je veux dire, même quelqu'un qui est contre un mouvement, qui est directeur d'université, quand il voit qu'il y a une assemblée générale de 1500, 2000 personnes dans sa fac, il se dit qu'il se passe quelque chose, qu'il y a l'évacuation des forces de l'ordre, et puis qu'à un moment donné, il y a des facs qui sont quasiment mis en état de siège. Les conditions sont pas réunies pour que les examens se tiennent correctement. Empêcher des examens, est-ce que c'est vraiment une lutte Mais c'est pas l'objectif de la lutte. L'objectif de la lutte, c'est de lutter contre la sélection. Et moi, je redis à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, parce que là aussi, il y a beaucoup de communication, beaucoup de propagande, qu'un des plus gros taux d'obtention du bac, c'est en mai 68, vous voyez. On l'a donné à tout le monde, même à ceux qui n'avaient pas le niveau. Mais en tous les cas, ce que je constate, c'est que finalement, globalement, le monde ne s'est pas écroulé. Vous pensez que vous revivez 68 là ? Non, mais c'est pour vous. Vous voyez, je pars de haut. C'est histoire de détendre un petit peu tout le monde. Le problème, c'est qu'en partant de haut, vous risquez de tomber bien bas, parce qu'on est quand même très loin de mai 68 là. Ben je sais pas. Si vous le dites, c'est que vous avez des informations que je n'ai pas, j'en sais rien. Je pars de haut pour rassurer tout le monde. Ça veut dire que comme on vous agite à chaque fois le chiffon rouge en disant dès qu'il y a des mobilisations, comment il n'y aura pas les examens, vous n'aurez pas vos examens. Mais vous dites quoi un étudiant ? Ce que je dis simplement vous dites quoi un étudiant d'ailleurs qui est peut-être favorable d'ailleurs à ce mouvement, ce que je suis en train de vous dire, mais qui dit moi je passe pas mes examens, c'est une catastrophe. Ce que je dis, ce que je vous dis à vous, ce que je dis à tout le monde, les conditions ne sont pas réunies pour l'instant pour que les examens dans ces il faut qu'il y ait une issue à cette mobilisation. La balle n'est pas dans mon camp. De toute façon, quoi que je vous dise sur ce plateau, je vois pas quelles conséquences concrètes. Mais vous savez bien que le gouvernement ne va pas annuler cette réforme qui a été votée à l'Assemblée. La balle est dans le camp du gouvernement parce qu'il y a cette réforme, il y a toutes les autres, il y a la sélection à l'université, c'est pas une petite affaire. Donc en effet, il y a encore quelques jours, quelques semaines de mobilisation devant nous, ici comme à la SNCF, mais on est toujours. Mais cette convergence, c'est le cœur de mon propos. J'ai bien compris. Ouais, mais je vais la dérouler jusqu'au bout parce qu'elle me tient à cœur. Parce qu'il y a encore 15 jours, on nous expliquait que c'était fini tout ça. Moi, je me souviens que le mouvement qui avait jamais vraiment débuté n'en finissait pas de finir à la SNCF dans les universités. Puis 2 semaines après, on en est toujours là. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Mais ça ne bouge pas, ça ne monte pas. Effectivement, c'est pas fini, mais ça ne monte pas. La fameuse convergence de lutte, vous voulez la décréter depuis le début. Or, elle se décrète pas. Les révolutions, elles se décrètent pas, elles se font, elles se font pas. Absolument. Et là, finalement, avec tout le respect que je vous dois, j'ai jamais décrété la convergence des luttes. Si vous la souhaitez, vous en rêvez matin, midi, soir. Non, je sais pas. Là, vous me faites, vous rentrez jusque dans mes rêves les plus profonds. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. En tous les cas, je l'ai toujours assumé, le fait que ça se construisait étape après étape. Je constate au moment où je vous parle, on nous a annoncé que la grève à la SNCF c'était terminé. Résultat des courses, il y a un taux de grève comme il n'y a pas eu depuis le début du mouvement à l'heure où je vous parle. C'est faux. Moi je vous dis que si. C'est le barreau d'honneur. C'est faux. C'est le barreau d'honneur. 50% de grévistes chez les conducteurs, on part de 77, on est à 50. Vous appelez ça de la croissance? Mais continuez tous, autant que vous êtes, jusqu'à la fin de ce mouvement, à nous expliquer. De toute façon, on a un taux de grève qui n'en finit pas de diminuer. La réalité, c'est comme la météo. Quand on nous annonce, des fois il fait froid, et puis il y a la température réelle, et puis la température ressentie. Je peux vous dire que la température ressentie en termes de transport, en termes de mobilisation, c'est pas celle qui est expliquée à longueur de temps sur les plateaux télé et encore plus par le gouvernement. La réalité, mais j'ai même pas besoin de gaspiller de la salive pour ça. On est toujours dans cette phase de mobilisation et la convergence des luttes dont vous parliez. Il y a une étape supplémentaire qui est en train de se construire parce que nous on a essayé de prendre nos responsabilités du côté de l'unité politique. Il y en a une nouvelle qui est en train de se constituer. C'est peut-être pour la première fois l'unité des organisations politiques et des organisations syndicales avec une grande journée de mobilisation qui sera celle du samedi 26, qui fera suite à une grande journée de grève qui aura lieu le 22. Donc bref, tout ça mais pour à chaque vous dire... fois, on nous annonce toujours la grande journée, vous allez voir ce que vous allez voir. Puis à chaque fois, il y a certes quelques dizaines de milliers de personnes, ce sont toujours les mêmes. Et on voit bien que le mouvement ne grossit pas. Peut-être parce que, encore une fois, il faut être très modeste et on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir. Nous sommes ni vous et moi, Madame Irma. Absolument. Mais, ni dans un sens, ni dans l'autre. D'accord, sauf que vous, depuis le début,
vous nous expliquez que ça va aboutir sur un grand mouvement de convergence qui fera plier Macron. Croyez à ce que vous racontez vous-même. Vous voulez dire que ni vous ni moi, on était Madame Irma. Donc ça veut dire que vous reconnaissez le fait que depuis le début de ce mouvement, je vous annonce rien. Je vous dis simplement ce que je cherche avec d'autres à en faire. Et on a un point d'accord sur l'analyse, c'est qu'on a une bifurcation. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Notre responsabilité, et je pense qu'on sera d'accord d'un point de vue objectif, à dire que c'est un plus qualitativement qu'il y ait une jonction entre les organisations syndicales et politiques. D'ailleurs, à telle enseigne que si on raisonne par l'absurde, si cette jonction n'avait pas lieu, vous seriez les premiers à me dire vous n'êtes même pas capable de vous mettre d'accord. On est en train de trouver la possibilité de se mettre d'accord. Oui. Vous allez donc vous retrouver avec Mélenchon, la CGT, Sud, qui encore? Les organisations syndicales, la dizaine d'organisations politiques qui travaillent ensemble contre les différentes réformes, et notamment ces deux réformes symboliques qu'on évoquait ensemble depuis le début, c'est-à-dire ce qui touche les universités et le service public ferroviaire, avec quand même entre deux, puisqu'on peut aussi un peu parler du fond, une petite annonce qui a échappé à personne, qui a été publiée par le Parisien ce week-end, et qui prouve que depuis le début... C'est un fake. Ah bon. Oui. Alors attends, il va jusqu'au bout parce que tout le monde n'a pas l'information. Oui, c'est quand même cette note de travail qui est tellement infecte d'ailleurs qu'elle n'a pas été désavouée par la direction de la SNCF, qui nous explique depuis le début que non, promis, juré, craché, il n'est pas question de privatiser l'entreprise. Or, on nous explique dans ce document de travail qu'en réalité, les fameuses parts incessibles, c'est-à-dire dans lesquelles on n'aurait pas le droit de toucher au capital 100% public, elles ne concerneraient que la holding. Et donc, concrètement, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, ça veut dire que le groupe SNCF qui s'occupe des transporteurs et le groupe SNCF qui s'occupe des rails pourrait donc bien concrètement être privatisé, en tous les cas dans cette note de travail. Et deuxième élément, qu'on pourrait filialiser les fameux TER. Et donc, depuis le début, on nous explique qu'il n'est pas question de privatiser. Depuis le début, on nous explique qu'il n'est pas question de toucher aux lignes ferroviaires et notamment aux petites lignes ferroviaires. Mais en réalité, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est bien dans le cœur du projet. Et d'ailleurs, il y a une certaine logique. Vous avez entendu le gouvernement ce matin. Il réaffirme qu'il s'agisse de la holding. Oui, c'était une piste de travail, mais à la rigueur... Ça ne suffit pas à en faire un fake à mes yeux. Non, mais c'est une note de travail, le gouvernement l'a dit. Voilà, donc ça existe. Non, mais quand on va vers une réforme aussi importante que celle qui sera l'ouverture à la concurrence, on envisage toutes les hypothèses. Et d'ailleurs, on reprocherait à des gestionnaires de ne pas l'avoir fait. Donc, ils l'ont envisagé, finalement, c'est repoussé. Ils l'ont pas retenu dans la loi. C'est retenu. Il y a une hypothèse sur laquelle il planche pas, c'est bizarre, ça serait de revenir finalement sur ce processus de libéralisation qui a duré depuis 1997. Il faudrait sortir de l'Europe. Il n'y a même pas besoin de sortir de l'Europe pour ça, pardon de le dire. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin de faire ça. Là, c'est une directive européenne. Non. Transposée en droit français. On va parler de fake et de faux. Et là, pour le coup, c'est un fake. C'est-à-dire qu'en 1997, quand on décide de faire une séparation des entités juridiques et comptables, on va au-delà de ce que réclame la directive européenne de 91-92, qui proposait qu'une séparation, pour le coup, factuelle des entités, mais pas forcément comptable. La France est un des rares pays qui a été au-delà de cette directive européenne, qui a libéralisé en faisant ces trois entités, cette espèce d'usine à gaz, qu'a eu comme conséquence immédiate pour la SNCF qui payait pas ses propres rails, ce qui était plutôt logique parce que c'était un service public, en quelques semaines, qui a installé des péages pour payer à des prix exorbitants ses propres rails à un autre groupe qu'elle avait créé d'elle-même. Et c'est comme ça que la dette, la fameuse dette, a explosé à ce moment-là. Donc il y a une piste sur laquelle on pourra revenir, c'est de supprimer ces péages absurdes et incohérents et de revenir en effet sur un service public qui, à l'époque, finalement, fonctionnait pas si bien. Joël. Moi, je voulais savoir comment vous analysez justement cette absence de convergence de lutte, alors qu'on sait effectivement qu'il y a des Français qui souffrent, on sait qu'on paye de plus en plus d'impôts, qu'il y a du chômage, et comment ça se fait justement que ça ne se fait pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas selon vous? Et comment vous pouvez réussir justement à ce que ça puisse, en tout cas, réveiller les consciences, parce qu'on est amorphe? Je n'irai pas jusqu'au fait qu'on est amorphe, mais en tous les cas, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a 1000 plafonds de verre qui ont été institués parmi les différentes catégories populaires, et où on est tous persuadés que finalement le privilégié se situe à 50 cm de vous, plutôt que de voir tout en haut les fameux dividendes des entreprises du CAC 40. Donc là aussi, on a eu un rapport qui explique que la France, d'Oxfam, l'ONG Oxfam, qui explique que finalement la France est en tête de ces pays qui rétribuent une bonne partie, une partie très conséquente de leurs profits à l'argent de poche finalement des actionnaires. Donc je pense que ça, c'est des années de construction politique qu'il s'agit de déconstruire. Où en effet, on va croire que la grande division, c'est entre le public et le privé, que la grande division, c'est entre les jeunes et les retraités, que la grande division, c'est entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas, entre les précaires, entre les hommes, les femmes, les Français, les immigrés. Ces plafonds de verre, pour le coup, ça se décrète pas. Il suffit pas d'un marteau pour les casser, ces cloisons de verre. Il y a des démonstrations concrètes. Je pense que malgré tout, il y a des acquis depuis le début de ce mouvement, parce que chacun comprend bien que, je vais même dire des trucs très... Il y a des trucs très paradoxaux autour de nous, parce qu'on est tous, et ça nous touche tous individuellement. Il y en a plein qui disent, bah ouais, c'est galère quand il y a des grèves dans les transports, ouais, les cheminots, c'est vrai que machin, et puis en même temps, ils se disent,
les mêmes. Hein. Si la SNCF perd ce combat-là, on va tous se faire éclater. Parce que tout le monde a conscience Ou ça de marchera mieux. Peut-être, Oui. parce que tout le monde fait le constat que la SNCF, ça marche pas très bien, Alors ça, que les trains autres que le TGV sont quand même pas très performants, qu'il y a des lignes qui ont été totalement laissées à l'abandon, que des millions de Français chaque jour prennent les lignes D du RER, etc. Parce qu'on nous parle beaucoup des petits trains de la campagne où il n'y a plus personne. Mais enfin, avant tout, on devrait s'intéresser aux trains qui sont empruntés, notamment ceux qui sont en région parisienne, où il y a la majorité des usagers. Bon, on voit bien que ça marche pas très bien. Donc, ça nous fait un deuxième point commun, on commence bien la semaine. Parce qu'en effet, on est d'accord sur le constat du fait que la SNCF aujourd'hui ça marche pas très bien. Donc c'est comment on fait pour donc que il ça faut marche changer. mieux. Voilà. Donc Macron propose une façon de faire. Et vous dites que c'est pas la bonne. Je propose autre chose. Mais vous êtes d'accord que le statu quo ne fonctionnait plus? Que ça dysfonctionne dans le service public et que je peux même vous donner un grand scoop. L'immense majorité des trains retardés ou supprimés ne dépendent pas des grèves. C'est 4 à 5% des cas. Le restant de l'année, c'est pas à cause des grèves. Non, c'est une mauvaise parce gestion. Il y a de moins en moins de moyens pour le construire, ce service public, y compris de moins en moins de moyens humains. Et peut-être que je vais faire rétrograde tout ce que... C'est pas vrai. Bah, écoutez, c'est autoriser un point de vue qui est peut-être pas le vôtre, mais moi je vais le dire, quitte à passer pour le statu quo de service, moi je maintiens que derrière des postes ordinateurs, il faut des individus à un moment donné. Tous les beaux discours sur la modernité, moi je suis pour quand ça aide la population, mais à un moment donné, vous avez le bug de Montparnasse, pour ceux qui s'en souviennent. Pourquoi ? Bah parce que tout est centralisé. Il n'y a plus qu'un seul ordinateur, un seul type, et quand ça dysfonctionne pour tout le monde. Donc moi, ce que je prétends, c'est que c'est un sacré mensonge, un énième mensonge, de faire croire qu'en supprimant le statut des cheminots, on va régler ces problèmes-là. Même d'un point de vue financier, d'ailleurs, il y a des revues tout à fait libérales, tout à fait, en tous les cas pas dans mon champ politique, genre Capital, qui ont expliqué d'ailleurs que la suppression du statut des cheminots ne rapporterait rien, que ça coûterait même plus que ce que ça ne rapporte, parce qu'en termes de formation et de convention collective, ce serait plus compliqué que prévu. Mais quoi qu'il en soit, le fameux coût à 150-200 millions d'économies que vous allez faire en revenant sur le statut des cheminots, c'est quoi en comparaison de la dette de la SNCF? C'est quoi même en comparaison du coût de la communication de la SNCF qui passe le plus clair de son temps à faire des grandes campagnes publicitaires pour vous dire que les trains arrivent à l'heure, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Bah ça coûte 200 millions d'euros. Vous voyez? Donc à un moment donné, c'est prendre les gens pour des cons. Vous êtes d'accord sur la mauvaise C'est gestion? prendre les gens pour des cons. Et il n'y a pas que... Vous êtes vache avec le service public parce que, oui, c'est peut-être contre-intuitif, mais moi je trouve que le train en France fonctionne plutôt bien. Prenez le train ailleurs et vous allez voir, c'est vrai qu'il y a un taux de retard, c'est vrai qu'il y a parfois des trains annulés, mais c'est un des réseaux les plus denses du monde que nous avons, qui a été construit au 19e siècle, abondé au 20e siècle. Et regardez le résultat, finalement, en termes de confort, de prix, et en termes de ponctualité, on n'est pas si mauvais que ça. De prix, je n'irai pas aussi loin. Attendez, vous avez un pass Navigo, vous aussi? Oui, absolument. Combien vous le payez? 75 euros par mois. On le paye, vous et moi, 75 euros. Dans votre cas, la boîte en paye la moitié. Moi, je le paye à 100%. Bah, vous savez qu'avec ça, du premier du mois au dernier, vous pouvez circuler autant que vous voulez en Ile-de-France. Qui propose ça? Personne d'autre. Je veux dire, c'est quasiment le socialisme. Non, mais si vous voulez me faire du dire, socialisme, si déjà. vous voulez dire que le service public, malgré toutes les attaques qui ont été faites, fonctionne encore dans ce pays, j'en suis fier et très fier. Simplement, les cheminots, les premiers, sont bien placés pour savoir qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire concrètement. La réalité, il faut bien comprendre ça. C'est que, et vous avez raison sur un point, c'est que c'est un service public qui demande énormément d'investissement. Mais de tout temps, 150 ans d'histoire, beaucoup d'investissement, quel que soit le scénario, ça demande de l'argent. Les fameuses lignes rentables, ça ne concerne pas que les petites lignes, hein. Les fameuses lignes rentables sur le service public ferroviaire, elles seront une infime minorité. Même les lignes TGV, la quasi-totalité d'entre elles ne sont pas rentables d'un point de vue capitalistique. Ouais. Il y a 2 tronçons de lignes qui sont rentables sur la ligne TGV, c'est Paris-Lille, Paris-Lyon. Et l'objectif des libéraux, c'est quoi? Et ils peuvent tout à fait s'accommoder du fait que la dette revienne à l'État, parce que de toute façon, ça rapporte rien. Autant le laisser aux contribuables. C'est qu'on soumette à la concurrence que les secteurs rentables, c'est-à-dire ces 2 tronçons de libre, où là, vous aurez plusieurs opérateurs. Le restant, on va le laisser crever à petit feu. Ah non, vous avez plus d'argent pour consacrer au reste. Olivier Besancenot, on va parler aussi de ce qui est au cœur de votre livre dans un instant, c'est la répartition du travail et la journée de travail, comment envisager le travail et le futur. Alors le futur, c'est peut-être Karl Marx, on verra ça avec vous, vous restez dans le grand oral des GG, bien sûr. Les grandes gueules en direct sur RMC numéro 23. Nous sommes avec Olivier Besancenot. La journée de travail et le règne de la liberté, phrase empruntée à Karl Marx. Mais c'est le titre de votre livre qui sort aux éditions Fayard. Étienne Yébig. Ouais, moi je voulais te poser une question parce que je trouve que dans ton livre, non pas camarade, mais dans ton livre, ça pose un vrai problème pour que se pose la gauche en fait. J'ai l'impression depuis toujours, c'est-à-dire que tu nous parles un peu de Marx et puis de l'économie du temps de travail.
travail. Et puis tu nous parles aussi de Fourier, de gens qui ont vu qui ont imaginé des sociétés un peu idéales. Et je trouve qu'on est sans arrêt, quand on est à l'extrême gauche en particulier, coincé entre cette recherche d'une finalité, d'un certain monde idéal, tu vois, et en même temps au jour le jour sur un hyper réformisme, c'est-à-dire au jour le jour, faut se battre sur des combats très terre à terre au quotidien, l'amélioration de la vie quotidienne, etc. Et en même temps cette espèce de rêve où j'ai l'impression qu'on fait un peu semblant de croire qu'on y arrivera, mais qu'on sait très bien que c'est mort, quoi. Tu vois, moi j'ai l'impression que ça démobilise. Mais il y a une vraie tension. Je pense que toi, en plus, c'est au-delà de l'aspect politique. Je ne sais pas si ça concerne que l'extrême gauche, mais générationnellement, moi, j'appartiens à une génération qui a été forcée d'avoir la tête sur les épaules, parce que tu es dans un monde où tu es obligé de vivre au jour le jour, et tu vis dans l'urgence et tu es obligé d'y répondre. T'es pas là à commenter ce qui se passe, voilà. Et en même temps, il faut avoir et maintenir cette idée d'avoir des rêves plein la tête. Voilà, et envisager, y compris les revendications, les mesures qu'il faut prendre immédiatement aujourd'hui, à la lumière d'une société alternative. Alors après, le problème, c'est qu'on peut pas effacer le bilan des siècles politiques qui se sont écoulés, et notamment le bilan des siècles politiques en termes de société alternative. C'est-à-dire que quand tu te réclames d'un projet anticapitaliste et que jusqu'à présent les grands modèles ont été des caricatures sanglantes et dictatoriales, on te renvoie toujours à ce projet-là. Donc, y compris cette idée qu'une autre société que le système capitaliste est possible, c'est l'idée qui a été discréditée pour des générations entières. Mais c'est peut-être pas ce que vous proposez. C'est-à-dire que Marx aujourd'hui, du coup, peut-être appartient avec Michael Lowy, qui est mon complice, avec lequel on avait déjà écrit à plusieurs reprises. C'est lui qui m'a suggéré cette phrase qui est d'ailleurs dans la Vulgate marxiste, qui est souvent inaperçue, parce qu'on a une vision aussi de Marx très économiciste, très matérialiste. Et il y a une phrase dans le Capital qui dit qu'en effet, le règne de la liberté commence là où le temps de travail aliéné s'arrête. C'est-à-dire, en fait, là où la réduction du temps de travail débute. Et c'est extrêmement important parce que ça renvoie, y compris aux travaux du jeune Marx, comme philosophe, qui rappelle que le projet de société d'émancipation, quel que soit le nom qu'on lui donne, par ailleurs, socialisme, communisme, autogestion libertaire, c'est quand même, comme but ultime, l'épanouissement individuel. C'est pas le socialisme de caserne. C'est bien avoir la possibilité de s'épanouir, de s'affranchir et d'avoir le temps. Mais il n'y a pas qu'une seule façon de s'épanouir. C'est ça le problème. C'est que les systèmes qui ont été proposés à la base du marxisme, c'est des systèmes totalitaires où tout le monde doit faire la même chose, où la liberté justement est brimée. Or, c'est ce que je viens de dire. Voilà, donc là, on est sur un autre chantier. Non, mais le problème, c'est qu'effectivement, un modèle alternatif au capitalisme, pour l'instant, on l'a pas trouvé. Et quand on a voulu tester des choses, ça s'est mal terminé. Ça a été pire que le capitalisme. Je sais pas, parce que tout ne s'est pas toujours terminé de la même manière. La Commune de Paris, par exemple, si ça s'est terminé au cimetière du Père-Lachaise, c'est pas de la faute des révolutionnaires. Aujourd'hui, dans une France finalement qui est quand même assez morcelée, c'est-à-dire vous dites la journée de travail, le règne de la liberté, mais il y a ceux qui travaillent beaucoup en France, il y a ceux qui aimeraient bien travailler, qui n'arrivent pas à accéder au marché de l'emploi, et puis il y a ceux quand même qui glandouillent, il faut être honnête. Donc comment on fait? Non mais c'est vrai. Je vais prendre les deux premiers écarts que vous avez, le troisième. J'en mets trois, moi. La trilogie. Je sais que le 3 est politiquement incorrect. Non, c'est rien de politiquement incorrect. C'est rien de politiquement incorrect, mais là aussi... Beaucoup de verbiage, beaucoup de stigmatisation, la fameuse fraude sociale, aux allocations, c'est 150 millions d'euros. La fraude fiscale qui bénéficie aux plus riches, c'est 60 à 80 milliards. Mais je vais reprendre les deux écarts. Et là, vous militez dans mon sens sans le savoir. C'est qu'en effet, à un moment où il y en a qui aimeraient pouvoir travailler, et puis ceux qui travaillent trop, la réponse, c'est le partage du temps de travail. En tous les cas, c'est de revenir à cette solution-là. Non, j'ai cru comprendre que c'était pas forcément dans votre question. Parce que ça n'a jamais marché, le partage du travail. Ça n'a jamais été vraiment tenté. Exactement. Si, quand on est passé aux 35 heures, on nous a dit, vous allez voir, c'est sur 10 milliers d'emplois créés. Non, mais l'application de la loi Aubry, justement, elle a discrédité, même dans les couches populaires. Moi, je le sais, à la Poste, quand il y a eu l'application de la loi Aubry, c'était catastrophique. Pourquoi? Parce que c'était soi-disant donnant-donnant. On va vous réduire le temps de travail, mais en échange, vous, salariés, vous allez accepter la restructuration, c'est-à-dire des suppressions de tournées. Et aujourd'hui, va trouver des postiers qui sont favorables à la réduction du temps de travail. Il n'y en a plus beaucoup à cause de ça. Mais là aussi, il n'y a rien qu'empêche intellectuellement d'imaginer autre chose. Un vrai partage du temps de travail. C'est-à-dire simplement, même d'un point de vue de réflexion, de se dire que c'est absurde, incohérent, d'imposer à ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot, de travailler plus longtemps, en étant souvent de moins en moins bien payés. Alors que dans le même temps, il y a 5 à 6 millions de personnes qui attendent une chose, c'est de pouvoir travailler. Et le bon sens voudrait qu'on travaille moins dans les entreprises pour que tout le monde à l'extérieur ait un emploi. On pourrait faire en sorte que tout le monde ait une activité et puis surtout redécouvrir, mais c'est là-dessus qu'on essaye d'insister avec Michael dans le livre, que le temps, c'est pas simplement de l'argent, c'est un luxe plus important encore, c'est aussi la possibilité ici et maintenant de s'affranchir justement de cette espèce d'aliénation permanente qui est celle du travail où la plupart de ceux, en plus on sait de quoi on parle, quelle que soit l'activité qu'on fait, en général, on est tellement aliéné, stressé au boulot qu'en général, tu t'accompagnes cette part de stress
stress en dehors de ton boulot. T'imagines toi-même le meilleur moyen de t'exploiter le lendemain. Avoir du temps libre, c'est la possibilité de s'épanouir, de rencontrer les gens, de lire, d'écrire, d'aller dans le domaine de l'art, de faire une multitude de choses qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui. Je partage, je veux dire en totalité votre analyse. Seulement, sur le temps de travail, j'ai l'impression que le combat, il est aussi sur le sens du travail. C'est-à-dire que j'ai pas mal de collègues, vous avez aussi autour de moi des gens qui sont ingénieurs et qui sont très bien payés et qui quittent leur travail, pas parce qu'ils travaillent trop, mais parce qu'il n'y a plus de sens, ils n'y trouvent plus de sens. Et qui vont justement aller travailler peut-être des fois pour élever des chèvres ou ouvrir des gîtes ou machin, et qui vont travailler mais énormément. Et là, la question du temps de travail ne se pose plus du tout. Donc c'est plutôt le sens du travail, moi. Vraiment. Je pense que les deux vont de pair. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on essaie d'ouvrir comme piste de discussion dans ce livre, c'est justement de combiner la question du temps de travail avec le sens même du travail. D'ailleurs, sens du travail qui est questionné par les nouveaux mouvements sociaux. Aujourd'hui, quand vous faites une assemblée générale entre les mouvements intermittents et précaires d'un côté, et puis de l'autre, des syndicalistes dont l'usine vient de fermer et qui sont attachés à leur boulot, il y a souvent des clashs. Et je pense que justement, le seul moyen de donner un sens nouveau au travail, qui soit plus celui de l'aliénation salariale, ça passe aussi par la réduction du temps de travail. Et ensuite, la question de savoir combien de temps on travaille exactement, elle se ramène aussi à la réalité d'une société où on ne travaillerait pas pour le bonheur des autres, mais on travaillerait pour le bonheur de la collectivité, c'est-à-dire sans produire une richesse qui soit accaparée par une minorité. Voilà, parce que en fait, votre livre, c'est un livre de philosophie, c'est presque un livre écologiste aussi. C'est quelle est notre nouvelle manière de vivre, à la fois pour nous et pour protéger la planète. Sauf que moi, je trouve que ce qui manque dans votre livre, c'est pour produire quoi, qui définit les besoins, à qui vend-on et qui achète. Et cette perspective-là, elle n'est pas précisée dans votre livre. Et c'est ce qui m'inquiète d'ailleurs, parce que je me dis finalement, est-ce que ce ne sera pas la captation ensuite par une minorité qui nous dira vous pouvez produire, vous ne pouvez pas produire. Là, moi, je vous réduis votre temps de travail, vous n'avez pas à acheter, vous n'avez pas à vendre. Et c'est ça que je comprends pas dans votre livre. Quelle société, mais je vais répondre à ça, quel modèle on va ensuite? On répond dans le livre, peut-être pas suffisamment, mais on répond justement à cette problématique. Alors peut-être qu'il faut le développer, mais en tous les cas, on l'aborde dans la troisième partie, puis dans la fameuse fable qu'on imagine un petit peu dans une société différente, précisément pour éviter cet écueil. Parce qu'on part d'un constat avec Michael, c'est que jusqu'à présent, dans l'histoire récente de l'humanité, on a eu deux types de sociétés, où une minorité décide à chaque fois pour la majorité. Dans la société capitaliste, c'est une minorité de riches actionnaires qui décident pour tout le monde. Dans les sociétés bureaucratiques et totalitaires, c'était une minorité d'apparatchiks. La société qu'on n'a pas eue, ce serait une société où précisément la majorité décide en amont de ce dont elle a besoin, pour établir, et seulement après coup, le meilleur moyen de le produire et de le construire. Et ça, c'est casser le logiciel de l'économie de marché. Parce que l'économie de marché fonctionne à l'envers. Dans l'économie de marché, au-delà de tout le mal de ce que je peux en penser, vous fonctionnez dans une société où on produit d'abord et on se pose le problème de l'attribution des ressources seulement après coup. Selon la loi de l'offre et de la demande. Et c'est ça qui crée d'un côté le gaspillage, les inégalités sociales, la catastrophe climatique. Le seul moyen d'inverser ça, et c'est pour ça que nous on parle de projet éco-socialiste, Michael Lowy avec lequel j'écris, c'est un des précurseurs en France de ce terme d'éco-socialisme. C'est justement d'inventer une société démocratique où la majorité, où on décide dans 80% des cas localement tout ce qu'on peut décider, parce qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait décider localement. Il n'y a plus d'État-nation ? Il y a deux choses différentes, c'est-à-dire que nous, les formes étatiques, on est pour les réduire à sa plus simple expression. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de démagogie, on ne peut pas tout décider localement, ce serait démagogique. Nous, on prétend qu'il y a 80-90% des choix dans les quartiers, dans les villes, dans les campagnes qu'on peut décider localement. Mais après, il y a des choix qu'il faut coordonner. Si par exemple, on croit ce qu'on raconte d'un point de vue écologique, tu as des régions qui sont riches en domaine énergétique, tu en as d'autres qui sont dépourvues, on ne va pas les laisser crever. Donc il faut des degrés de coordination. On essaye de proposer, là justement dans le livre, des pistes où quand tu délègues des formes de représentation politique avec d'autres, que ça soit au niveau régional, national, européen ou mondial, tu puisses les contrôler un maximum avec un jeu de va-et-vient, de retour et surtout de contrôle. On n'a pas la prétention d'avoir des réponses sur tous ces sujets-là, mais en tous les cas, la seule garantie, ce serait que la majorité commence par dire ce dont on a besoin. Et uniquement ce dont on a besoin. Voilà. Et ensuite, on établit la production à la hauteur de ça. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt dans la première partie, et je pense que la clé de compréhension des rapports de force dans nos sociétés, et en même temps de l'échec du communisme, c'est la formule d'Eric Fromm, qui dit avoir ou être, ce choix dont l'avenir de l'homme dépend. Je pense fondamentalement, et là, c'est pas une affaire de culture, que notre nature humaine profonde, elle est à la propriété.
je possède. Je pense que c'est un peu ce qui est notre déterminant naturel et pas culturel et social. On le voit bien, il y a toujours des conflits d'intérêts, il y a toujours des conflits de propriété, même pour des petites choses. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est dans notre ADN. Peut-être que je me trompe, mais je crois que ça induit un modèle de société dans lequel la récompense est essentiel. L'idéal, ce que vous décrivez comme une espèce d'idéal de société dans lequel on serait tous en situation de fraternité, de partage. On dit pas ça, je suis pas un béni oui. On envisage quand même tous les niveaux de tension avec des sujets tout collectivement. Non, mais par contre, je pense que c'est compliqué. Mais c'est la fameuse discussion philosophique. Moi maintenant, le problème c'est qu'il faut partir d'un malentendu. Nous, ce qu'on remet en cause, c'est la propriété des grands moyens de production. Et je pense que dans le venin qui a été distillé dans l'étel, on a mis dans les consciences collectives l'idée que, à pied d'égalité, la propriété individuelle, genre ce que t'as, ta voiture, le bien familial, à égalité avec la propriété des grands moyens de production, c'est-à-dire à qui appartiennent les grands secteurs de l'économie qui sont pour moi accaparés par une minorité. La forme de propriété publique qu'on propose de remettre en cause, c'est cette forme de propriété publique. La formule sur société de l'être et de l'avoir. Sur le fait que quand c'est public, c'est mieux. Or, l'actualité nous démontre chaque jour que c'est souvent pire. Mais précisément, essayez de pas caricaturer ce que je dis, ce que je pense, parce que là, en plus, dans le livre, on essaie de... Non, mais vous partez du principe que... Non, justement, non. On revient, nous, sur notre part de bilan critique, sur les formes étatisées, à la fois dans les formes les plus dictatoriales à l'Est, mais y compris, on prend des exemples précis, sur le service public. Moi, je suis le premier à savoir que j'ai pas envie que la solution, c'est pas simplement de remplacer un patron privé par un patron public. Je suis trop conscient du fait qu'il y a une multitude d'entreprises nationalisées dans les années 80 qui ont été établies et qui ont fonctionné de manière hyper verticale. Donc vous êtes pour la concurrence? Non. Évidemment, vous êtes un libéral qui se cache. Mais si, c'est vrai. Mais bien sûr. Mais moi, ça me dérange pas de jouer à ça avec vous. Vous êtes contre le monopole. Je peux répondre à ça. Mais non, vous êtes contre le monopole. Mais écoutez-moi, je suis pour des monopoles publics. Ah oui. Oui. Mais je l'assume. Dans des domaines essentiels, je suis pour qu'on interdise la concurrence. Ça existe déjà, la loi de l'offre et de la demande. Non, de moins en moins. Et en général, ça marche pas. Pourquoi? Parce que nos anciens ils se sont battus pour ça. Et après-guerre, les domaines où on a exproprié les intérêts privés, ils fonctionnaient pas plus mal. L'économie, elle tournait aussi bien. Ceci étant, pour répondre à votre question, ça ne m'empêche pas d'imaginer une nouvelle forme de démocratie dans les services publics où les usagers, les salariés ont un droit de regard et on n'est pas une bureaucratie, même une mini-bureaucratie. Pas uniquement les salariés. Vous mythifiez pas. Comme on fait à SNCF en ce moment. Vous pouvez essayer de sortir d'un système binaire. C'est soit le capitalisme, soit le système bureaucratisé. On peut essayer, d'envisager une troisième voie. Pourquoi pas? Mais une question d'actualité, parce qu'on a peu de temps et c'est quand même l'actualité du jour. Les États-Unis inaugurent aujourd'hui à Jérusalem leur ambassade à Israël. C'est normal puisque Jérusalem est la capitale d'Israël, ou c'est une provocation de plus de Donald Trump? C'est une provocation supplémentaire de Donald Trump. Moi, je le dis franchement, ce type me tétanise. J'arrive pas à m'habituer. Je trouve ça absolument terrible. Il allume mèche après mèche. Il se retire de l'accord iranien, il fait cette mesure-là, il va en faire une autre demain en remettant le feu dans la région, on le sait tous. Et le problème, c'est qu'on va tous en pâtir de ça. Tous. Enfin, je veux dire, là, je pense qu'on est très nombreux et trop nombreuses ici à penser ça. Le gouvernement israélien est favorable à l'installation des ambassades à Jérusalem. Oui, ça m'avait pas échappé. Mais Jérusalem n'a-t-elle pas toujours été la capitale? Mais le problème, c'est la politique. Quelle est la politique de la France vis-à-vis de ça? Quand j'entends M. Macron qui fait un numéro de claquette en expliquant que c'est pas bien de s'être retiré de l'accord iranien, et puis dans le même temps, quelques jours avant, il était main dans la main avec M. Trump. C'était beau comme une photo de meeting, Faut arrêter de. Faut choisir. Faut choisir. Voilà. Donc il y a une rupture totale avec les États-Unis parce que c'est Donald Trump le président? C'est pas parce que c'est Donald Trump, mais disons que lui, il incarne de façon disproportionnée puis dangereuse. Enfin, le numéro entre la Corée du Nord et les États-Unis, on se fait peur, on est tous là à trembler, puis finalement ils vont se rencontrer. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est plutôt une bonne chose. Avec l'Iran aussi. Oui, mais c'est peut-être une bonne chose qui se rencontre. Avec l'Iran. Ouais, mais enfin, en réalité, c'est que tout ça, nous, on est quoi? On est tout petit dans le jeu du monde. Ah oui, bah là. Donc il y a un domaine sur lequel on peut peser, puisque vous avez bien compris que c'est pas là où j'ai le bras le plus long. Les États-Unis. Ouais, mais c'est ce qu'on fait nous. Voilà. Quelle est la politique de notre propre pays vis-à-vis de ça? Et là, en l'occurrence. Macron a tenté, il a échoué. Ouais, qui retire sa main. Merci Olivier Besancenot d'être passé par le grand oral des GG. Je rappelle le titre du livre, La journée de travail, la reine de la liberté. C'est le titre, c'est une citation de Karl Marx. Envisager un autre modèle de société basé sur le partage du travail et la décroissance. Et c'est aux éditions Fayard.